parfaitement manucurée. Papa, c'est juste un autre de ces délires paranoïaques de maman, tu sais comment elle était vers la fin. Mais je ne pouvais pas chasser ce sentiment qui me rongeait les entrailles. Mon épouse Marguerite avait été beaucoup de choses au cours de nos 43 années de vie commune, mais paranoïaque n'en faisait pas partie. Méticuleuse, oui. Obsédée par l'organisation, absolument, mais jamais paranoïaque. J'ai récupéré l'enveloppe pendant que Claire était à l'étage pour se changer avant son cours de tennis. L'adresse de l'expéditeur était celle du cabinet Beaumont et Associés, un cabinet d'avocats du centre de Paris dont je n'avais jamais entendu parler. Le cachet de la poste datait de 3 jours avant le décès de Marguerite, il y a maintenant 6 semaines. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une adresse, un numéro de dossier à 9 chiffres et une note manuscrite de l'écriture si distinctive de Marguerite. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi-même. Vas-y seul. Ils t'attendent. 20 minutes plus tard, je conduisais en direction du quartier de la Défense. La voix de Claire résonnait encore dans ma tête depuis que je lui avais dit que je partais. Tu es ridicule, ce cabinet veut probablement juste te vendre quelque chose, maman ne réfléchissait plus clairement ces derniers mois. Mais Marguerite avait les idées claires. Limpides même. En fait, je me souvenais maintenant qu'elle avait arrêté de prendre ses médicaments contre la douleur ces dernières semaines, insistant sur le fait qu'elle avait besoin de garder l'esprit vif. J'avais pensé que c'était par dignité. Maintenant, je me demandais s'il y avait une autre raison. Le cabinet d'avocats se trouvait au 17e étage d'une tour de verre près de l'esplanade. La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant, a levé les yeux quand je suis entré. « Vous devez être Antoine », a-t-elle dit avant que je ne puisse parler. Madame Lefebvre avait dit que vous viendriez. Maître Beaumont vous attend, il a libéré tout son après-midi. La façon dont elle l'a dit m'a noué l'estomac. Robert Beaumont était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, environ 45 ans, avec le genre de visage qui semblait rarement sourire. Il ne sourit pas non plus en se levant pour me serrer la main. « Monsieur Lefebvre, asseyez-vous je vous prie, cela va prendre un certain temps, puis-je vous offrir de l'eau ou un café? Dites-moi simplement de quoi il s'agit. » Il m'a observé un long moment, puis a sorti un épais dossier accordéon de son bureau. « Votre femme est venue me voir il y a 14 mois, elle m'a engagé pour mener une enquête approfondie et préparer certains documents juridiques, ce que je vais vous montrer sera difficile à digérer. » Une enquête sur quoi? Sur votre fille Claire et son mari Olivier. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. Quoi? Beaumont a ouvert le dossier. Votre femme soupçonnait des irrégularités financières, elle m'a demandé de creuser discrètement. Monsieur Lefebvre, au cours des 6 dernières années, votre fille et votre gendre ont systématiquement détourné environ 780 000 € de vos comptes joints. Je ne pouvais plus respirer. C'est impossible, je m'en serais rendu compte. Votre femme a conçu les comptes pour que vous ne le remarquiez pas. Quand vous avez tous les deux pris votre retraite, elle a mis en place ce qu'elle vous a présenté comme des compartiments de retraite séparés pour des raisons fiscales. Vous aviez le pouvoir de signature sur certains comptes, elle l'avait sur d'autres, vous souvenez-vous de cette discussion? Je m'en souvenais vaguement. Marguerite avait toujours géré nos finances. Elle avait été directrice administrative et financière d'un grand lycée pendant 30 ans. Je lui faisais une confiance absolue. Les comptes qu'elle contrôlait, a continué Beaumont en sortant des relevés bancaires, étaient ceux qui étaient systématiquement vidés. Ça a commencé doucement, 3 000 € par-ci, 5 000 € par-là. Mais cela a pris de l'ampleur. Regardez ces dates. Il a étalé les relevés sur son bureau. Retrait après retrait, chacun autorisé par quelqu'un détenant une procuration. Chacun coïncidant avec des dates où Claire avait rendu visite seule à sa mère. Claire a une procuration, ai-je murmuré. Votre femme lui a accordé en 2018, peu après votre opération du cœur, vous étiez inconscient pendant 3 jours, vous souvenez-vous avoir signé quoi que ce soit durant cette période? Non, ces jours étaient un flou de médicaments et de peur. Votre femme a commencé à avoir des soupçons 6 ans plus tard, début 2023. Elle a remarqué que le train de vie de Claire ne correspondait pas à ce qu'elle et Olivier auraient dû gagner. Les vacances sur la Côte d'Azur, l'audi flambant neuve, la rénovation de la cuisine qui a coûté plus cher que votre première maison. Quand Marguerite a commencé à poser des questions, Claire lui a dit qu'Olivier avait obtenu une grosse promotion. Mais votre femme a vérifié.
Olivier gagnait toujours le même salaire depuis 5 ans. Beaumont a sorti d'autres documents, des photos. Claire et Olivier dans un complexe de luxe à Bali. Claire publiant sur les réseaux sociaux ses investissements immobiliers alors que Marguerite conduisait une vieille Peugeot de 12 ans. Des captures d'écran de messages. Votre femme a engagé un expert comptable judiciaire. Chaque retrait a été tracé. Claire rendait visite à votre femme, apportant souvent des pâtisseries ou le déjeuner. Dans les heures qui suivaient, un nouveau retrait apparaissait. Votre femme a réalisé que Claire l'espionnait lorsqu'elle tapait ses codes confidentiels ou pire, qu'elle la contraignait à faire des virements. La contraindre. Ma voix s'est brisée. Votre femme a commencé à tenir un journal intime, me permettez-vous? Il m'a tendu un carnet relié en cuir. J'ai reconnu immédiatement l'écriture de Marguerite, mais elle était plus tremblante que d'habitude. Écrit pendant sa maladie. La première entrée datée du 15 mars 2024. Claire est venue aujourd'hui, elle a apporté ma soupe préférée du traiteur mais je n'ai pas pu la manger. Elle n'arrêtait pas de parler de leurs difficultés à rembourser leur prêt immobilier. Puis elle a dit les mots qui m'ont glacé le sang. Tu sais maman, s'il t'arrivait quelque chose, papa ne pourrait pas gérer un emprunt, il devrait probablement vendre la maison et aller en maison de retraite, ne serait-ce pas mieux si je m'occupais de tout maintenant pour m'assurer que vous soyez tous les deux protégés? Elle ne sait pas que j'ai déjà tout compris. Elle pense que je suis trop malade pour remarquer quoi que ce soit, mais je remarque tout. La façon dont elle regarde son téléphone quand elle pense que je dors, la façon dont elle dirige la conversation vers l'argent dès qu'Antoine quitte la pièce. Aujourd'hui elle a encore demandé l'accès au compte de placement juste pour m'aider à organiser les choses. J'ai dit non. Elle s'est mise en colère, vraiment en colère. Ma propre fille. Puis elle s'est reprise et a souri, a tapoté ma main en disant qu'elle s'inquiétait juste pour moi, mais je l'ai vue. Le masque est tombé un court instant. Je ne pouvais plus lire. Mes mains tremblaient trop fort. Il y a 57 entrées, a dit doucement Beaumont. Votre femme a tout documenté, les dates, les heures, les conversations, les témoins quand c'était possible. Elle a même commencé à enregistrer certaines de leurs visites sur son téléphone, bien qu'elle faisait attention à ne jamais se faire voir par Claire. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Elle a essayé. Selon ses notes, elle a tenté d'en discuter avec vous à 3 reprises. À chaque fois, vous lui disiez qu'elle devait être confuse, que Claire ne ferait jamais une chose pareille. La dernière fois qu'elle a abordé le sujet, vous avez suggéré que ses traitements contre le cancer affectaient son jugement. Ce souvenir m'a frappé comme un coup de poing. Marguerite, frêle et pâle, essayant de me dire quelque chose sur les comptes bancaires. Et moi, épuisé par des mois de soins, lui coupant la parole en disant « Chérie, Claire n'a été d'aucune aide sinon précieuse, ne laisse pas la maladie te rendre paranoïaque. » Paranoïaque. J'avais utilisé exactement ce mot. Votre femme a réalisé qu'elle ne pourrait pas vous convaincre, alors elle a monté un dossier à la place. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Le cancer était agressif. Elle avait déjà décidé d'arrêter les traitements. Elle disait que cela ne fonctionnerait pas de toute façon. Cela lui aurait peut-être fait gagner 6 mois de plus, mais elle m'a dit qu'elle avait besoin d'avoir l'esprit clair pour la suite. Elle a passé ces mois à rassembler des preuves, travaillant avec moi pour préparer les documents juridiques. Elle a organisé ce rendez-vous pour qu'il ait lieu après sa mort, quand vous ne pourriez plus rejeter ses inquiétudes comme de la confusion. Beaumont a poussé une enveloppe plus grande sur le bureau. C'est pour vous. Elle a enregistré un message vidéo. Elle voulait que vous l'entendiez de sa bouche. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus réfléchir. Ma fille, mon enfant unique. Avant que vous ne regardiez, a dit Beaumont, vous devez savoir ce qu'elle a fait. Votre femme a changé son testament 3 semaines avant de mourir. Elle a également déposé une plainte à la police, bien qu'elle ait demandé qu'ils attendent après cette réunion pour agir. Il y a maintenant une enquête active pour abus de faiblesse et vol sur personnes vulnérables. Elle a également gelé tous les avoirs restants et les a transférés dans une fiducie à laquelle Claire ne peut pas accéder. Tout revient à votre petit-fils, Thomas, quand il aura 25 ans. Elle vous a également nommé seul fiduciaire avec moi comme suppléant. Thomas, mon petit-fils, 13 ans, obsédé par le football et les jeux vidéo. Votre femme était très claire dans ses volontés. Elle voulait que Thomas soit protégé de l'influence de ses parents. Il y a de l'argent de côté pour ses études, son avenir,
mais rien de plus pour Claire ou Olivier tant qu'ils n'auront pas effectué un remboursement intégral. Il a appuyé sur lecture sur son ordinateur portable. Le visage de Marguerite a rempli l'écran. Elle était assise dans son lit à la maison, celui où elle finirait par mourir. Elle semblait si petite, si fatiguée, mais ses yeux étaient vifs. « Antoine » a dit sa voix enregistrée, et j'ai failli m'effondrer. « Si tu regardes ceci, c'est que je suis parti et que tu as enfin appris la vérité. Je suis désolé de n'avoir pas pu te le dire de mon vivant. Je suis désolé que tu doives le découvrir de cette façon, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. » Elle a marqué une pause pour se reprendre. « Je n'ai pas fait ça par cruauté. Je n'ai pas fait ça pour me venger. J'ai fait ça parce que notre fille est malade. Pas physiquement malade comme moi, mais malade d'une manière qui est peut-être plus difficile à guérir. Elle est devenue quelqu'un qui croit avoir droit à tout ce qu'elle veut, peu importe qui elle blesse. Et si nous ne l'arrêtons pas maintenant, elle enseignera cette même maladie à Thomas. Je veux que tu saches que je lui pardonne. Je le fais vraiment. Mais pardonner ne signifie pas fermer les yeux. Cela ne signifie pas la laisser se détruire davantage ou te détruire, ou nuire à son propre fils. L'amour signifie parfois tracer une ligne infranchissable. » Elle a toussé, luttant pour respirer, puis a continué. « Les preuves sont toutes là. Donne-les à la police. Laisse la justice décider de la suite. Mais plus important encore, sois là pour Thomas. Il va avoir besoin de son grand-père quand son monde s'écroulera. Ne laisse pas ta colère envers Claire t'empêcher de l'aimer. Et Antoine, ne t'en veux pas de ne pas m'avoir cru. Elle nous a menti à tous les deux pendant si longtemps. Elle est devenue très douée pour ça. Tu aimais ta fille. Il n'y a aucune honte à cela. » Son visage s'est adouci. « Je t'ai aimé chaque jour de nos 43 ans. Je t'aimerai au-delà de ça. Mais j'ai besoin que tu sois fort maintenant. Termine ce que j'ai commencé. Protège notre petit-fils. Et souviens-toi que la vérité, même quand elle fait mal, est toujours plus bienveillante qu'un beau mensonge. » La vidéo s'est terminée. Je suis resté assis là à fixer l'écran noir, me sentant comme vidé de mon propre corps. Que se passe-t-il maintenant, ai-je fini par demander. Maintenant nous appelons la police. Ils voudront vous interroger. Examinez les preuves. Le bureau du procureur de la République a déjà été briefé. Étant donné les montants impliqués et la documentation de votre femme, il traite cela comme un cas grave d'exploitation financière d'une personne âgée. Claire sera arrêtée, presque certainement. Olivier aussi. Ils auront une chance de rembourser, mais vu le montant et la durée, des poursuites pénales sont inévitables. J'ai pensé à ma fille. La petite fille qui m'apportait des pissenlits du jardin. L'adolescente qui avait pleuré sur mon épaule quand son premier petit ami lui avait brisé le cœur. Quand était-elle devenue cette personne? Où l'avait-elle toujours été et j'avais été trop aveugle pour le voir? Et pour Thomas. Les services de l'aide sociale à l'enfance seront impliqués, mais puisque les parents d'Olivier vivent à proximité et sont aptes, la garde temporaire leur reviendra probablement jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Votre femme a prévu qu'un psychologue pour enfants soit disponible pour lui. Elle a pensé à tout. Comme toujours. J'ai pris mon téléphone. Ma main a hésité sur le numéro de Claire. Puis je l'ai reposé et j'ai appelé la police à la place. L'enquêtrice qui est arrivée 1 heure plus tard était une femme nommée sergent Patricia Moreau. Elle était probablement proche de la retraite avec des cheveux gris et les yeux fatigués de quelqu'un qui avait vu le pire de l'humanité. « Monsieur Lefebvre », a-t-elle dit en me serrant la main, « je suis désolé pour votre perte et pour ce que vous apprenez aujourd'hui. Vous étiez déjà au courant. Votre femme a déposé un rapport préliminaire auprès de nous 6 semaines avant son décès. Nous avons monté le dossier depuis lors. Nous avions juste besoin que vous examiniez les preuves et confirmiez certains détails. Pouvez-vous faire cela? J'ai passé les 3 heures suivantes à tout parcourir. Les relevés bancaires, les documents de procuration que je n'avais jamais signés mais qui portaient une signature ressemblant étrangement à la mienne. Les entrées du journal, les enregistrements que Marguerite avait fait des visites de Claire où la voix de ma fille devenait froide et calculatrice dès qu'elle pensait que sa mère dormait. Dans un enregistrement, j'ai entendu Claire au téléphone dans la salle de bain de Marguerite. Maman ne va plus durer très longtemps, papa est complètement à l'ouest, une fois qu'elle sera partie, on aura tout. J'ai dû quitter la pièce. J'ai vomi dans les toilettes privées de Beaumont,
mon corps rejetant cette nouvelle réalité aussi violemment qu'il le pouvait. Quand je suis revenu, Moreau a été douce. Je sais que c'est accablant, mais vous devriez savoir ce que votre femme a fait. Documenter tout si soigneusement va rendre notre travail beaucoup plus facile. La plupart des cas d'abus envers les personnes âgées s'effondrent faute de traces écrites. Votre femme a fait en sorte qu'il n'y ait aucun doute. Que arrive-t-il à Claire? Cela dépend de plusieurs facteurs. Premier délit, lien familial, remords ou non. Mais monsieur Lefebvre, nous parlons de près de 800 000 € volés sur 6 ans à une femme mourante. Le tribunal ne verra pas cela d'un bon œil. De la prison. Possiblement. Au minimum, elle fera face à des ordonnances de restitution, une mise à l'épreuve et un casier judiciaire. Si ça va jusqu'au procès et qu'elle est condamnée, elle pourrait risquer plusieurs années d'incarcération. Ma fille en prison. Quand allez-vous l'arrêter? Nous exécuterons les mandats demain matin. Nous voulions vous prévenir en premier. Vous devriez peut-être vous préparer, les médias s'emparent parfois de ce genre d'affaires. Je suis rentré chez moi dans un état second. La maison semblait immense et vide sans Marguerite. Elle l'était déjà depuis sa mort, mais maintenant elle semblait hantée par toutes les choses que je n'avais pas su remarquer. Je me suis retrouvé dans son bureau, la petite pièce qu'elle s'était appropriée quand nous avions acheté cette maison en 1987. Tout était encore exactement comme elle l'avait laissé. Les dossiers financiers dans leur chemise étiquetée, la photo de nous le jour de notre mariage, l'image de Claire à sa remise de diplôme à l'université avant que les choses ne tournent si mal. Sur le bureau de Marguerite, j'ai trouvé une autre enveloppe avec mon nom écrit de sa main. À l'intérieur se trouvait une lettre. Mon très cher Antoine, si tu as trouvé ceci, c'est que tu es allé chez l'avocat. Tu sais tout maintenant. J'imagine que tu te sens perdu, trahi, en colère. Peut-être es-tu en colère contre moi pour ne pas t'avoir dit les choses plus tôt. Peut-être es-tu en colère contre toi-même pour ne pas l'avoir vu. S'il te plaît, ne le sois pas. Nous avons tous les deux aimé Claire du mieux que nous pouvions. Mais je dois te dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. Nous avons échoué avec elle, pas en l'aimant, mais en ne la préparant pas. Nous lui avons donné tout ce qu'elle voulait, chaque fois qu'elle le voulait. Nous avons lissé chaque bosse sur sa route. Quand elle n'a pas été admise dans l'université de son premier choix, nous avons fait des dons jusqu'à ce qu'il reconsidère son dossier. Quand elle a démoli sa voiture, nous lui en avons acheté une neuve. Quand elle et Olivier ne pouvaient pas se payer leur maison, nous nous sommes portés caution pour leur prêt. Nous lui avons appris qu'elle avait droit au confort, à la facilité, à la richesse. Nous ne lui avons jamais appris la valeur de l'effort, du mérite, de la privation. Et maintenant, elle croit que le monde et nous lui devons tout ce qu'elle désire. C'est notre responsabilité, Antoine. Mais voici le plus important. Il n'est pas trop tard pour Thomas. Il a 13 ans. Il apprend encore quel genre d'homme il va devenir et il observe tout. Si nous laissons Claire s'en sortir, si nous cachons cela sous le tapis pour la paix familiale, Thomas apprendra que voler est acceptable si l'on fait partie de la famille. Que mentir est une bonne chose si l'on ne se fait pas prendre. Que les gens qui vous aiment sont les cibles les plus faciles. Mais si nous demandons des comptes à Claire, si nous la laissons faire face à de réelles conséquences pour la première fois de sa vie, Thomas apprendra autre chose. Il apprendra que les actes ont des conséquences, que voler est mal, même à sa propre mère. Que l'amour ne signifie pas protéger les gens des résultats de leur choix. Nous ne pouvons pas sauver Claire. Elle doit se sauver elle-même maintenant. Mais nous pouvons sauver Thomas. La fiducie est en place. L'argent sera là pour ses études, pour son premier logement, pour son avenir. Mais seulement s'il le mérite honnêtement. Il y a des conditions. Il doit terminer ses études supérieures. Il doit garder un emploi pendant 5 ans. Il doit suivre un cours d'éducation financière. Je veux qu'il comprenne la valeur de ce qu'il reçoit. Sois là pour lui, Antoine. Quand l'arrestation aura lieu, quand son monde explosera, il aura besoin de quelqu'un de stable. Ses parents lui ont enseigné des mensonges. Tu dois lui enseigner la vérité. Et oui, j'ai dit arrestation. Claire sera arrêtée. Je ne suis pas désolé pour cela. J'aimerais pouvoir l'être, mais je ne le suis pas. Elle a besoin de toucher le fond. C'est sa seule chance de pouvoir remonter. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, crois que j'ai fait ce qu'il fallait,
même si cela n'en a pas l'air pour le moment. Pour toujours tienne, Marguerite. Je ne me souviens pas m'être endormi à son bureau. Mais j'ai dû le faire car je me suis réveillé avec mon téléphone qui sonnait à 6h47 du matin. C'était Olivier. Espèce de sale. A-t-il hurlé. La police est là, ils arrêtent Claire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que Marguerite m'a demandé de faire. Ta femme était folle, tout le monde le savait, et tu es tout aussi pire qu'elle en te retournant contre ta propre fille. Marguerite n'était pas folle. Elle était mourante. Et pendant qu'elle mourait, ta femme lui a volé près d'1 million d'euros. Silence à l'autre bout du fil. Puis, nous allions rembourser, nous attendions le bon moment. Quand Olivier. Après sa mort. Après la mienne. Quand exactement prévoyez-vous de rendre l'argent que vous avez volé à une femme mourante d'un cancer? Il m'a raccroché au nez. L'arrestation a fait l'actualité ce soir-là. Un couple local accusé dans une affaire d'abus sur personnes âgées. Ils n'ont pas cité les noms de Claire et Olivier car l'enquête était en cours, mais ils n'en avaient pas besoin. Dans notre quartier, les nouvelles vont vite. Mon téléphone a commencé à sonner. Des amis de Claire appelant pour me dire quel monstre j'étais. Des gens de notre paroisse demandant si c'était vrai. Une ancienne collègue de Marguerite a appelé juste pour dire « Bravo à Marguerite, elle a bien fait ». L'autre grand-mère de Thomas, la mère d'Olivier, Patricia, a appelé vers 20h. Antoine, c'est Patricia. J'ai Thomas ici avec moi. Il est très confus. La police a emmené ses parents ce matin. Il veut savoir s'il peut venir chez toi. Ma poitrine s'est serrée. Bien sûr. Est-ce qu'il va bien? Non, mais il ira bien. Peux-tu passer? Je pense qu'il a besoin de te voir. Thomas était assis sur le canapé de Patricia quand je suis arrivé, encore dans ses vêtements d'école, les yeux rouges d'avoir pleuré. Quand il m'a vu, il a sauté et a couru vers moi. Grand-père, ils ont pris maman et papa. La police les a emmenés. Ils ont dit qu'ils avaient volé grand-mère Marguerite. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Maman ne ferait pas ça. Je l'ai tenu contre moi pendant qu'il sanglotait contre ma poitrine. Il avait 13 ans, presque aussi grand que moi maintenant. Mais à cet instant, il avait à nouveau 5 ans, ayant besoin de son grand-père pour que tout s'arrange. Sauf que je ne pouvais pas arranger ça. Tout ce que je pouvais faire, c'était lui dire la vérité. Thomas, asseyons-nous, je dois te parler de quelque chose d'important. Nous nous sommes assis. Patricia nous a apporté du thé puis s'est éclipsée discrètement. Ta grand-mère Marguerite, ai-je commencé, a passé la dernière année de sa vie à enquêter sur quelque chose qu'elle soupçonnait à propos de tes parents. Et elle a découvert que oui, ta maman et ton papa ont pris de l'argent qui ne leur appartenait pas. Beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Nous ne sommes pas pauvres, nous avons une belle maison et tout. Je ne sais pas pourquoi, mon grand. Parfois, les gens font de très mauvais choix. Parfois, ils se convainquent qu'ils méritent des choses qu'ils n'ont pas gagnées. Et parfois, ces choix finissent par les rattraper. Est-ce qu'ils vont aller en prison? Peut-être. Probablement. Je ne sais pas encore. Il est resté silencieux pendant un long moment. C'est pour ça que grand-mère Marguerite ne t'a pas dit qu'elle était malade avant qu'il ne soit trop tard. Était-elle trop occupée à attraper maman? La question m'a coupé le souffle. Je n'y avais même pas pensé. Marguerite passant ces derniers mois à monter un dossier juridique au lieu de passer du temps avec moi, choisissant la justice plutôt que la paix. Ta grand-mère était malade depuis un moment avant de me le dire. Et oui, une partie de la raison était qu'elle travaillait là-dessus. Elle voulait te protéger, Thomas. Elle voulait s'assurer que tu aies un avenir, même si tes parents faisaient des erreurs. Elle a laissé de l'argent pour moi, n'est-ce pas? Maman l'a mentionné une fois. Elle a dit que quand grand-mère mourrait, on serait tous à l'abri. Ta grand-mère a laissé de l'argent pour tes études, pour ton avenir. Mais ta maman et ton papa n'en auront rien. Seulement toi quand tu seras assez vieux, parce qu'elle ne leur faisait pas confiance, parce qu'elle t'aimait assez pour s'assurer que tu aies quelque chose qu'ils ne pourraient pas te prendre. Il s'est remis à pleurer. Elle me manque. À moi aussi, mon grand. À moi aussi. Le procès a duré 8 mois. Claire et Olivier ont d'abord plaidé non coupable, affirmant que Marguerite avait été confuse, que les transactions étaient des cadeaux légitimes, que j'étais à l'origine d'une sorte de vendetta.
Mais les preuves étaient accablantes, les enregistrements, le journal, l'expertise comptable, le témoignage du médecin de Marguerite confirmant qu'elle avait été saine d'esprit jusqu'au jour de sa mort, le témoignage de l'avocat qui l'avait vu signer le rapport de police. 3 semaines avant la date du procès, ils ont changé leur plaidoyer pour coupable. J'ai assisté à l'audience de condamnation. L'avocat de Claire a plaidé la clémence. Premier délit, situation familiale, remords profond. Mais quand le juge a demandé à Claire si elle souhaitait s'adresser au tribunal, elle s'est levée et a dit quelque chose qui a tout changé. Je sais que je suis censé dire que je suis désolé. Et je suis désolé. Je suis désolé de m'être fait prendre. Je suis désolé que ma mère ait été assez vindicative pour détruire ma vie. Mais je ne suis pas désolé d'avoir pris ce qui aurait dû être à moi de toute façon. Cet argent allait être mon héritage. J'y ai juste accédé un peu plus tôt. La salle d'audience est devenue silencieuse. Même son avocat semblait choqué. Le juge l'a fixé pendant un long moment. Puis il a dit, « Madame Lefebvre, ce que vous venez de démontrer est exactement la raison pour laquelle ce tribunal prend les cas d'abus envers les personnes âgées si au sérieux. Vous ne vous voyez pas comme une voleuse. Vous vous voyez comme une ayant droit. Vous avez volé votre mère mourante et vous êtes contrarié. Quelle est l'audace de vous demander des comptes. » Il a condamné Claire à 4 ans de prison. Olivier a pris 3 ans. Une restitution intégrale a été ordonnée, bien qu'étant donné leurs avoirs et leurs dettes, le remboursement effectif prendrait des décennies. Thomas était avec moi quand la sentence a été prononcée. Il n'a pas pleuré. Il m'a juste serré la main. Grand-mère avait raison, n'est-ce pas, à propos du fait de devoir les arrêter. Oui, elle avait raison. Est-ce que tu penses que maman comprendra un jour? Comprendra-t-elle jamais ce qu'elle a fait de mal? Je l'espère, mais c'est à elle de voir maintenant. C'était il y a 2 ans. Claire fait appel de sa condamnation, insistant toujours sur le fait qu'elle n'a rien fait de mal. Olivier est sorti en liberté conditionnelle après 18 mois et a déménagé à Lyon. Ils sont divorcés maintenant. Thomas vit avec moi. Légalement, il est sous la garde de Patricia, mais il est ici tous les jours après l'école, la plupart des week-ends et tout l'été. Nous avons transformé le bureau de Marguerite en chambre pour lui. Il a 15 ans maintenant, devenant le genre de jeune homme dont Marguerite aurait été fière. Il pose des questions sur sa mère parfois. Je le laisse lui rendre visite en prison, bien qu'elle passe généralement les visites à se plaindre de l'injustice du système. Mais je m'assure aussi qu'il parle au psychologue que Marguerite avait prévu. Nous parlons d'argent, d'honnêteté, de la différence entre vouloir quelque chose et mériter quelque chose. Le mois dernier, Thomas m'a demandé s'il pouvait prendre un petit boulot à la patinoire pour aider au programme d'apprentissage du patinage. Il veut économiser pour de nouveaux patins de hockey. Je pourrais juste te demander de me les acheter, a-t-il dit. Mais ça semble mal maintenant. Grand-mère Marguerite a mis en place cette fiducie pour les choses importantes, n'est-ce pas? Les études et tout ça. Des patins, ce n'est pas assez important. Ils sont importants pour toi. Oui, mais je peux gagner l'argent moi-même. Comme ça, quand je les utiliserai, je saurai que j'ai payé pour. Est-ce que ça a du sens? Ça avait tout son sens. Marguerite avait eu raison. Nous pouvions sauver Thomas. Nous avions sauvé Thomas. Je pense à Marguerite chaque jour. Je pense à la façon dont elle a passé ces derniers mois à se battre pour la justice au lieu de se reposer en paix. À la façon dont elle est morte seule avec ses secrets parce qu'elle ne pouvait pas me faire confiance pour la croire. À quel point elle avait raison sur tout. J'aurais aimé l'écouter la première fois qu'elle a essayé de me le dire. J'aurais aimé être le partenaire qu'elle méritait. Quelqu'un qui faisait confiance à son jugement même quand cela semblait impossible. Mais je ne peux pas changer le passé. Ce que je peux faire, c'est ce qu'elle m'a demandé. Je peux être là pour Thomas. Je peux lui enseigner ce qui est juste, même quand c'est difficile. Je peux lui montrer que le véritable amour signifie parfois des conséquences difficiles, pas un confort facile. Et je peux raconter son histoire à quiconque voudra l'entendre. Parce que l'abus envers les personnes âgées se produit dans des foyers partout dans ce pays en ce moment même. Des enfants adultes volent leurs parents vieillissants, justifiant cela comme un héritage anticipé ou une aide à la gestion des finances. Et comme moi, trop de conjoints et de frères et sœurs ignorent les signes avant-coureurs en les qualifiant de confusion ou de paranoïa. Si quelqu'un que vous aimez commence à exprimer des inquiétudes sur de l'argent qui disparaît,
sur le sentiment d'être poussé à faire des virements, sur des membres de la famille qui semblent trop intéressés par ses finances, écoutez-les. Ne l'ignorez pas. Ne cherchez pas d'excuses à l'accuser simplement parce qu'il fait partie de la famille. Documentez tout. Relevés bancaires, conversations, transactions suspectes. Demandez conseil à un avocat. Contactez les services de protection des adultes si nécessaire, la police s'il le faut. Et comprenez ceci, demander des comptes à quelqu'un n'est pas le contraire de l'aimer. C'est parfois la plus profonde expression d'amour qui soit. Parce que le véritable amour veut que les gens soient la meilleure version d'eux-mêmes, même si devenir cette personne nécessite d'affronter des conséquences qu'ils ne veulent pas voir. Marguerite savait cela. Il m'a fallu trop de temps pour l'apprendre. La semaine dernière, je rangeais certaines de ses affaires et j'ai trouvé une dernière lettre cachée dans sa boîte à bijoux. Elle était datée de 2 jours avant sa mort. Antoine, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as fait ce que j'ai demandé et que tu as tenu Claire pour responsable, je veux que tu saches quelque chose. Je te pardonne de ne pas m'avoir cru la première fois. Je comprends pourquoi tu ne pouvais pas. C'est ta fille. Tu l'aimais. Cet amour t'a aveuglé. Mais l'amour est censé faire ça parfois. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait après avoir appris la vérité. As-tu protégé Thomas? Lui as-tu appris ce qui est juste? Lui as-tu montré que même quand la vérité est douloureuse, elle vaut toujours la peine d'être défendue? Je crois que tu l'as fait. Je crois en toi. J'ai toujours cru en toi. Maintenant, arrête de lire mes vieilles lettres et va vivre ta vie. Emmène Thomas à la pêche. Apprends-lui à réparer la clôture comme tu as toujours voulu l'apprendre à Claire. Fais-lui des crêpes le samedi matin. Donne-lui l'enfance que j'aurais aimé que nous donnions à sa mère. Une enfance où il apprend qu'il est aimé mais qu'il n'a pas tous les droits, qu'il est précieux mais que rien ne lui est dû. Soutenu mais pas assisté. C'est mon dernier souhait. Pas la justice pour ce qui m'a été fait, mais un avenir meilleur pour lui. Je t'aime Antoine. Je t'attendrai, mais pas avant longtemps encore. Tu as du travail à faire pour toujours. Marguerite. Thomas m'a trouvé en train de pleurer à la table de la cuisine, la lettre entre les mains. Grand-père, ça va. Oui, mon grand, ça va. Ta grand-mère vient de me rappeler quelque chose d'important. Quoi donc? Que la meilleure façon d'honorer les gens que nous avons perdus est de protéger ceux qui nous restent. Il m'a serré fort et j'ai pensé à Marguerite, où qu'elle soit, espérant qu'elle pouvait voir cela, espérant qu'elle savait que sa mission finale était accomplie. La vérité nous avait libérés. C'était douloureux. C'était dur. Mais c'était juste. Et au final, avoir raison importait plus que d'être à l'aise. Cette histoire est un rappel poignant de la complexité des liens familiaux et de la réalité parfois sombre de l'abus de faiblesse envers les personnes âgées. À travers le personnage de Marguerite, nous voyons une force incroyable et une lucidité héroïque face à la trahison de sa propre fille. Le message est clair, protéger ceux qu'on aime signifie parfois prendre des décisions extrêmement difficiles et douloureuses pour garantir l'intégrité et l'avenir des générations futures. La manipulation financière au sein d'une famille est un sujet tabou mais malheureusement bien réel. Marguerite a choisi de ne pas laisser le silence détruire son petit-fils, prouvant que la vérité est le socle nécessaire à toute véritable éducation. C'est une leçon sur la responsabilité, le courage et la distinction entre l'amour qui aveugle et l'amour qui protège. Selon vous, Antoine a-t-il bien fait de suivre les instructions de Marguerite jusqu'au bout, ou aurait-il dû tenter de régler cela en famille pour éviter la prison à sa fille? Partagez votre avis en commentaire.